Alors, bienvenue au bloc 2. Dans le bloc 2, on va voir comment optimiser la fertilité des animaux de votre élevage. On va, dans ce bloc-là, intégrer l'ensemble des paramètres qu'on a vus dans le bloc 1 pour structurer la production dans votre élevage, puis tenter d'améliorer la fertilité à différents moments, mais surtout par de la planification. Donc, quand on parle de comment optimiser la reproduction, il y a plusieurs questions à se poser parce que chaque entreprise est différente. Donc, chaque entrepreneur, chaque propriétaire devrait commencer par faire le point. Premièrement, quels sont vos objectifs de mise en marché? Est-ce que vous voulez mettre du chevreau en marché à longueur d'année ou il y a des moments spécifiques que vous visez? Aussi, quelles sont vos performances de fertilité entre les saisons? Si jamais vous avez déjà tenté de faire du chevretage un peu plus intensif, puis avoir des chevreaux à longueur d'année, est-ce que vous avez déjà noté les performances de fertilité de vos animaux? Puis, si c'est le cas, est-ce qu'il y en a des moments dans l'année où il y a des baisses de fertilité? Ce sont toutes ces questions qui sont importantes à adresser, puis à prendre en note, puis en considération également. Par la suite, en fonction de vos objectifs de mise en marché puis de votre réalité d'entreprise, c'est le temps de planifier. Donc, ciblez le moment souhaité pour la vente de vos chevreaux en fonction de vos marchés. Puis, en fonction de ça, ben, pour être capable d'avoir le produit, on va déterminer le moment des chevretages et ainsi des accouplements. Puis, pour chaque accouplement durant l'année, ben, il va falloir identifier les périodes, les dates, puis en fonction de ces dates, ben, appliquer une méthode de préparation adéquate. Et pour faire ça, ben, l'idéal, c'est de préparer un calendrier de production pour optimiser la fertilité de vos animaux dans l'élevage. Donc, l'importance d'un calendrier de production, c'est de la planification à long terme. On peut utiliser un simple calculateur Excel pour le faire, mais l'objectif d'un calendrier de production, c'est de planifier les ventes, planifier les périodes de chevretage, mais aussi, c'est une grosse étape de planification de travail pour le producteur. Vous avez une vie à vivre. On veut tous que les producteurs restent en production pendant plusieurs années. Donc, cette structure du travail-là doit être faite de façon logique, puis vivable pour chacun des élevages. Donc, dans le calendrier de production, ça va en faire partie, puis on va planifier l'ensemble de la régie d'élevage pour bien préparer nos animaux à chacun des stades physiologiques, puis aussi pour préparer adéquatement nos groupes d'accouplement. Quand on parle d'accouplement, ben, c'est de savoir à quel moment on les fait. Donc, si on a des saillies en contre-saison où on sait qu'on a des risques de baisse de fertilité, ben, l'objectif du calendrier de production, ça va être en planification, d'être prêt aussi de respecter le stade physiologique de vos femelles pour optimiser les performances de productivité, donc pas être un peu trop intensif, savoir combien vous avez besoin de bouc, quel âge auront vos chevrettes à l'accouplement, quelle technique de reproduction vous allez utiliser, quelle performance de fertilité vous allez viser également. Mais tout ça, ça se fait seulement par de la planification. Puis un calendrier de production peut se faire sur du court, moyen ou très long terme. Donc, on peut le planifier sur plusieurs années à l'avance et à chaque année, idéalement, faire un pas de recul, voir quelles ont été les performances et s'ajuster. Dans un calendrier de production, on devrait placer toutes les dates de régie importantes. Donc, toutes les dates à laquelle on a des interventions à faire sur les animaux pour améliorer la productivité globale. Dans ça, on doit aussi respecter la physiologie des animaux en termes d'état de chair, de développement de poids, de capacité à produire et à se reproduire. Donc, il y a un temps de pause qui est nécessaire après une mise bas pour une femelle, puis on va y revenir un peu plus tard. Donc, pour être capable de faire le calendrier de production, ce que je propose dans ce bloc-ci, c'est de le faire sur une échelle du temps, puis d'y aller avec un exemple concret. Donc, on va mettre notre échelle du temps, puis on va commencer par voir quels sont les dates, quels sont les événements de régie qu'on doit placer dans notre calendrier de production. Je commence par une préparation à la saillie. Il va falloir se mettre une date pour préparer nos animaux à l'accouplement. Ensuite, on a notre date d'accouplement proprement dit. Notre date d'accouplement va pouvoir nous permettre de calculer le moment exact théorique du début des chevretages en fonction de la durée de gestation qui est connue chez la chef de boucherie. On veut aussi
dans une bonne planification, connaître quand est-ce que les chèvres vont avoir terminé de façon théorique la période de chevrotage. Puis la seule façon de faire ça, c'est de ne pas oublier de mettre une date de fin des saillies puis de le respecter. Donc, de retirer les boucles pour s'assurer qu'on ne va pas avoir des chevretages qui vont s'étirer puis qu'on n'ait pas une bonne planification dans la reproduction de nos femelles. Quand on a une date de fin de saillie, de début de saillie, c'est aussi possible de cibler une date d'échographie de gestation qui est vraiment optimale pour favoriser la détection le diagnostic avec le vétérinaire des femelles qui sont gestantes de nos accouplements, puis on va y revenir un peu après. Si je sais ma date de début de chevrotage, je dois aussi ajouter une date de préparation des chevretages. Cette date-là est importante pour s'assurer que mes femelles vont avoir une bonne transition vers le chevrotage pour produire une bonne quantité de colostrum et des chevreaux en santé. Ensuite, je peux déterminer en fonction de mes objectifs, vos objectifs de ferme, quel âge que vous visez au sevrage pour vos chevreaux. Donc, en fonction de l'âge qui est visé au sevrage, vous allez pouvoir établir tout de suite une durée de lactation qui est souhaitée et ainsi indiquer ou planifier une date de sevrage. Donc, la date de sevrage limite du groupe, date à laquelle vous allez sevrer tous les chevreaux du groupe. On prépare un sevrage, donc on doit ajouter une date de préparation au tarissement pour nos chevreaux. Puis, en fonction, après le sevrage, on peut commencer à travailler, à planifier la date de début de la prochaine saillie et ainsi la date de préparation des saillies. Donc, tous ces éléments-là, tous ces éléments de régie, ces interventions-là, ne devraient systématiquement être placés dans un calendrier de production. Il y a des choses qui peuvent peut-être être ajoutées pour certains producteurs selon leur choix, mais ça, c'est vraiment la base pour aller chercher une meilleure optimisation de la productivité, même pas juste de la reproduction, mais de la productivité globale dans les élevages. Puis l'intervalle entre le chevrotage, la remise au bélier ou l'intervalle entre chaque saillie, ben c'est sûr que ça va dépendre de l'état de chair puis du choix d'intensité de production de chacun des producteurs. Donc, pour les dates de saillie, une fois qu'on les met dans un calendrier, par la suite, on est capable de savoir est-ce que mes saillies vont avoir lieu en saison? Ma prochaine saillie, est-ce qu'elle va être en contre-saison? Si elle est en contre-saison, est-ce qu'elle est en février ou en mars ou est dans une période encore plus critique comme le mois de mai ou de juillet? Est-ce que je vais avoir besoin de plusieurs books? Quel nombre je prévois? Combien de books devront être prêts au même moment? Mais la seule façon de planifier toutes ces questions-là, c'est justement de commencer à mettre des dates et connaître quelles interventions vont être faites à chacune de ces moments-là que je viens de déterminer. Donc, pour savoir exactement qu'est-ce qu'on devrait faire dans notre plan, bien, on va prendre point par point et voir comme producteur qu'est-ce qui doit être fait à chacun de ces moments-là pour bien faire le travail. Donc, si je pars de la base, la date de préparation des saillies, quand on est en mode préparation des saillies, dans mon exemple, j'indique que la saillie se fait début de saison naturelle de reproduction le 20 août. Donc, un mois au moins, et même avant l'accouplement, si on veut profiter d'un certain effet bouc, on devrait avoir séparé déjà le ou les mâles de vos femelles avec aucun contact là, qui va être direct, visuel ou olfactif. Donc, dans la mesure du possible, s'il y a un autre bâtiment, on va avoir séparé les boucs pour s'assurer que lors de la mise à l'accouplement, on profite d'un effet de bouc. Au même moment, c'est le temps de vérifier vos poutres. Donc, de regarder s'ils ont un bon état de chair, s'ils ont un aspect qui sont en santé, qui ont une bonne circonférence crotale, puis s'assurer qu'ils n'ont pas d'infection au fourreau. Donc, vous pouvez les asseoir, faire les pieds en même temps. C'est une étape qui est importante parce que, comme on a dit dans le bloc 1, les mâles ont 50% de la responsabilité dans la fertilité. Là, c'est un bon moment pour les préparer. S'assurer, est-ce que vous allez en avoir en nombre suffisant? Ce n'est pas le jour de la saillie que c'est le temps d'aller chercher des mâles à l'extérieur. On le planifie à l'avance. Donc, j'ai mis un mois avant la saillie, mais si on est capable d'aller chercher même plus, profiter de faire des quarantaines, s'assurer avec votre troupeau qu'il n'y a pas de problématique, s'assurer que l'âge des boucs, le nombre de boucs est suffisant, c'est une étape importante.
On veut préparer aussi les boucs en les alimentant adéquatement. Donc, on a un état de chair qu'on vise à environ 3,5 à assaillir. On ne veut pas avoir des mâles qui vont être ni trop gras, donc au-dessus de 4 d'état de chair, ni trop maigres, en bas de 3 d'état de chair. Si jamais vous avez observé que dans les 2 mois précédents à la saillie, un ou quelques boucs ont été malades, ça va être important de ne pas les utiliser. La spermatogénèse, dans le fond, c'est le temps que la durée de temps qui est nécessaire pour que une cellule devienne un spermatozoïde, c'est d'une durée d'environ 2 mois. Donc, si, admettons, à la fin du mois de juillet, vous avez un de vos boucs qui est malade, qui a soudainement une fièvre, une poussée de fièvre importante, bien, cette hausse de la température corporelle risque d'avoir affecté la spermatogénèse, puis la qualité de la semence, elle va être affectée. Puis, ça peut prendre environ 2 mois après qu'il ait récupéré, donc que ce petit virus ou cette petite bactérie-là qui l'a infecté passe, puis que la fièvre s'en aille, puis qu'il reprenne un peu son état de santé normal, bien, ça va prendre environ 2 mois pour que la spermatogénèse, dans le fond, les spermatozoïdes reproduits vont maturer, bien, on va attendre 2 mois. Fait que c'est important de prendre en note les mâles qui tombent malades et la date à laquelle ils ont été malades pour s'assurer de ne pas les prendre pour une période complète de 2 mois, puis revoir après pour recommencer à les utiliser. Ça, c'est surtout pour s'assurer que la qualité de la semence va être meilleure. Puis vous pouvez faire revoir par le vétérinaire avant la mise à l'accouplement pour faire, par exemple, un test de qualité de semence. En préparation à saillie, j'ai aussi des jeunes boucs. Donc, comme les boucs adultes, si vous planifiez d'utiliser des jeunes boucs, on va les séparer des femelles au moins 1 mois avant, vérifier le système reproducteur, puis s'assurer qu'ils vont être prêts à la saillie. L'âge minimum recommandé pour les jeunes boucs devrait être de 8 mois minimum, puis à ce moment-là, ils devraient peser au moins 75 du poids adulte des mâles adultes de leur race. Donc, tout ça, c'est pour s'assurer qu'on n'affecte pas leur développement puis qu'on a des meilleures performances de fertilité. Au niveau de l'état de chair, on va viser un peu plus entre 3,5 et 4 parce que c'est simplement des animaux qui sont encore en croissance. On veut s'assurer qu'ils ne perdent pas trop d'état de chair durant l'accouplement. Évidemment, à l'accouplement, les jeunes boucs, c'est mieux de leur donner un peu moins de femelles pour ne pas affecter autant la fertilité que leur développement s'ils se donnent beaucoup pour poursuivre les femelles puis travailler très fort. En préparation à saillie, on a les femelles adultes aussi. Donc, si vous avez des femelles qui ont été taries durant le printemps, ben, on va vérifier vos notes antérieures de chevretage. Fait que c'est le temps de faire le point, de voir est-ce qu'il y a des chèvres durant ma dernière période qui ont présenter des problèmes de toutes sortes qui nécessitent une réforme. Ça fait des chèvres qui sont moins maternelles, qui ont eu des problèmes majeurs ou des dystocies lors de la mise bas, des femelles qui avaient des comportements plus agressifs ou des femelles qui avaient un problème au niveau de la quantité de colostrum, de la production laitière durant la lactation, des femelles qui ont sevré des chevreaux trop légers. On va vérifier aussi les glandes mammaires. Est-ce qu'il y a de présence de mammites, d'induration dans les quartiers? Est-ce qu'il y a des défauts génétiques au niveau de la conformation de l'animal? Ça n'a pas de lien avec la glande mammaire. Est-ce que dans les trayons, vous avez des cordons? Oui, défauts génétiques de conformation. Défaut de conformation des trayons. Est-ce que j'ai des trayons qui nécessitent une réforme? Est-ce que j'ai des trayons double, triple, des trayons en forme de poisson? C'est nécessairement des choses que je ne veux pas reproduire. Donc, il faut porter une attention particulière chez la chef de boucherie à ces défauts génétiques de conformation au niveau des trayons. On va regarder aussi la consanguinité. Si vous êtes en race pure, ben, c'est le temps de le faire. Donc, on est capable de planifier à long terme. Donc, quel mâle je vais mettre avec quelle femelle, d'en avoir suffisamment, préparer mes parquets. Est-ce que c'est une saillie qui est au champ ou en parquet? Ben, on a le temps si on le planifie à l'avance. Puis, on va vérifier aussi l'état de chair. Donc, si on vise à la saillie 3 à 3,5 d'état de chair, ben il nous reste encore 1 mois pour séparer les grasses des maigres, ajuster le programme alimentaire en conséquence, puis donner un flushing alimentaire pour les femelles qui sont en bas de 3 d'état de chair. Un flushing alimentaire, c'est pas nécessaire pour des animaux qui ont une condition de chair supérieure à 3. Le principe d'un flushing alimentaire, c'est d'aller aider l'animal à récupérer son état de chair
normal. Puis, quand un animal a son état de chair normal, qui n'est pas en sous-état de chair ou sous-nutrition, il va être capable d'exprimer son potentiel génétique naturel. Le flushing ne permet pas de avoir une prolificité supérieure au potentiel génétique de l'animal. Fait que c'est faux de croire qu'un flushing alimentaire va permettre d'augmenter la prolificité pour des femelles, par exemple, de 3 ou 3,5. C'est seulement de l'argent qui est perdu. Tout ce qu'on veut, c'est contribuer à avoir des animaux qui ont le potentiel d'exprimer leur potentiel génétique. Donc, en donnant une alimentation plus énergétique et non protéique, donc une alimentation plus énergétique pour regagner ce 3 à 3,5 d'état de chair au moment de l'accouplement. J'ai dit énergie parce qu'on essaie en préparation des saillies et lors de l'accouplement d'éviter les sources de protéines trop élevées avant puis durant la saillie. Si on donne un pâturage qui est trop riche en protéines ou un fourrage qui est trop riche en protéines, la métabolisation de cette protéine-là va faire augmenter l'urée du sang, puis peut nuire à la viabilité des embryons. Donc, on peut augmenter les risques de mortalité embryonnaire. Donc, on va aller avec un taux de protéines plutôt normal, là, du 14-15 de protéines maximum. On n'a pas besoin de protéines plus que ça sur des animaux qui sont, somme toute, à l'entretien. C'est plus l'énergie qui va être nécessaire pour les animaux qui sont en conditions suboptimales d'état de chair. En préparation saillie, j'ai passé les boucs, les jeunes boucs, les chèvres adultes et on a aussi les chevrettes. Il faut s'assurer qu'elles soient prêtes quand on va être rendu au moment de la saillie. On ne veut pas saillir des chevrettes qui sont trop jeunes ou pas assez développées, ou encore là, qui n'ont pas le bon état de chair. Donc, comme les petits mâles, on va essayer d'aller vers un état de chair de 3,5 à 4 parce qu'ils peuvent perdre de l'état de chair plus rapidement. L'âge minimum à la saillie devrait être de 8 mois, puis au moment de la saillie, on devrait s'assurer que les chevrettes ont atteint au moins un poids de 60 à 75 du poids adulte des femelles de leur race. Puis ça, c'est pour s'assurer que leur développement sur le long terme ne va pas être affecté, puis qu'ils vont rester longtemps dans votre troupeau. Donc, je donne un exemple. Si vous avez vos femelles adultes qui pèsent en moyenne 80 kg dans votre cheptel, bien, chaque chevrette devra peser au moins 48 kg à la saillie. Donc, la meilleure procédure pour faire ça, c'est qu'un mois à saillie, je pèse, si j'ai 10 chevrettes, je pèse mes 10 chevrettes. La veille des saillies, je vais repeser, donc un mois plus tard, je pèse mes 10 chevrettes de nouveau, puis je vais calculer le gain de poids qu'ils ont fait sur cette période-là, puis m'assurer qu'on va avoir un gain de poids qui est suffisant, puis qu'ils vont avoir atteint le poids requis à l'accouplement. Ajuster l'alimentation en conséquence aussi. Il va falloir aussi prévoir les boucs qui vont être utilisés chez les jeunes chevrettes, même chose que chez les femelles, la consanguinité, le nombre et l'âge des boucs qu'on va utiliser chez nos jeunes femelles. On arrive maintenant à la saillie. Donc, au moment de la saillie, on a encore des étapes par rapport aux mâles. Avant de les introduire dans les groupes de femelles, on les prend un par un, puis on vérifie qu'il n'y a pas de problématique, qu'il n'y a pas d'infection au fourreau, de balanopocyte, que leur circonférence crâtale est adéquate, puis qu'ils sont encore en santé, qui ne présentent pas un aspect qui ont l'air d'être pas très bien. Donc, le ratio mâle-femelle qui va être recommandé pour les chèvres adultes, on recommande de ne pas dépasser un mâle pour 25 femelles. Et chez les chevrettes, on ne devrait pas dépasser un mâle pour 15 à 20 chevrettes. Ce qui est important, c'est la même chose chez le mouton. Idéalement, mélangez jamais les chèvres adultes avec les jeunes chevrettes. La raison est surtout pour aller chercher de l'optimisation sur la fertilité, parce que les chevrettes vont souvent être plus nerveuses et fuir un peu plus les mâles. Alors, les mâles ne veulent pas se fatiguer non plus, vont aller chez les chèvres adultes, puis risquent de passer des chaleurs chez les chevrettes, puis ce n'est pas ce qui est souhaitable. Donc, on essaie de regrouper les chevrettes ensemble, d'utiliser des boucs matures, expérimentés, qui ont déjà travaillé pour optimiser ces performances de fertilité, puis aller chercher de meilleurs revenus globaux dans votre entreprise. Il faut penser aussi que ces chevrettes-là ne devraient pas être mélangées avec les chèvres adultes jusqu'au sevrage de leurs chevreaux, donc jusqu'à l'année suivante. Puis la raison, c'est parce qu'elles sont toujours en croissance si vous avez fait un accouplement en jeune âge. Donc, si elles sont en croissance,
sont encore en croissance durant leur gestation, durant leur lactation, jusqu'à leur sevrage. Donc, leurs besoins alimentaires sont supérieurs à vos chèvres adultes. Puis, il faut en prendre considération et tenir compte de ça pour ne pas affecter leur développement puis leur durée de vie dans votre élevage. À la saillie, prenez des notes. De toute façon, si vous êtes en pur sang, vous n'avez pas le choix de prendre le maximum de notes pour suivre les registres d'enregistrement d'animaux. Mais il y a des notes essentielles qui vont être importantes à prendre, à tenir dans vos registres. La date de mise au bouc, le nombre de femelles par bouc et l'identifiant. Comme je disais, dans le pur sang, évidemment, c'est obligatoire. Idéalement, utiliser un harnais marqueur pour noter les dates de saillie. C'est sûr que c'est optionnel, mais si vous ne voulez pas noter les dates d'accouplement, ben, ça va peut-être vous indiquer la fréquence ou la répartition des accouplements parce que le mâle va laisser une trace sur les femelles. Puis après une quinzaine, une vingtaine de jours, vous pouvez changer la couleur de craie pour voir s'il y a des femelles qui reviennent en chaleur. Si on voit qu'il y a des femelles qui reviennent en chaleur plusieurs fois, des fois, ça peut être une indication que le mâle a un problème de fertilité. Fait que le harnais marqueur a toujours sa place comme outil pour aider à optimiser la fertilité en élevage. On note toutes les problématiques qui pourraient survenir aussi durant la période d'accouplement. Comme problématique, ça peut être des fourrages, par exemple, vous tombez sur des fourrages qui soudainement sont de moins bonne qualité, de la chaleur. Si on est surtout là, présentement, depuis quelques années, avec les changements climatiques, mois d'août, septembre, parfois on a des pics de chaleur de 30, 35 degrés avec humidex ou même plus, ben on le prend en note parce que ça peut affecter les performances. Ce qu'on veut quand on prend des notes, c'est tenir des registres pour comprendre puis mieux prévenir l'année suivante. Fait qu'on va les prendre en note. Puis la dernière chose, c'est noter la date de retrait puis la respecter. Donc, si on a une date de retrait qui est là ici au 1er octobre, ben, on va s'assurer de sortir tous les boucs des parcs pour pas que les chevretages ou les saillies continuent. Puis ici, j'ai mis 2 cycles complets. Évidemment, ce qu'on veut, c'est que les femelles soient saillies plus au début. Fait que parfois, il y en a qui vont mettre 1 mois ou 35 jours d'accouplement comme ce qu'on fait dans le mouton. Mais si vous voulez vous assurer de couvrir 2 cycles de chaleur, admettons qu'il y a quelques individus, quelques femelles qui reviendront en chaleur, ben on va faire une période de saillie d'environ 40 à 42 jours. Après la saillie, pour optimiser la fertilité, c'est important d'éviter toutes les sources de stress. Fait que dans les 30 jours qui suivent la saillie, c'est le moment de l'implantation des embryons dans l'utérus. C'est le moment où on ne veut pas tant perdre tous les embryons ou de la prolificité, donc perdre quelques embryons qui sont en train de s'implanter. Donc, dans le 30 jours suivant la saillie, c'est vraiment pas le moment de tailler les onglons, transporter les animaux, les manipuler pour les déménager de pâturage ou d'enclos, de vacciner ou de vermifuger. On essaie de faire ces choses-là avant ou quand on arrive plus vers 40, 50, 60 jours après la fin de l'accouplement. On évite aussi de changer la ration. Encore là, on est dans une période critique, donc on évite les sources de protéines très élevées. L'objectif de ça, c'est tout le temps de penser optimisation de la productivité, de la fertilité. Donc, j'ai fait ma préparation saillie, j'ai fait ma saillie, je les ai laissés tranquilles. Maintenant, ça va être le moment de savoir si ça a fonctionné. Donc, c'est une bonne chose, c'est une chose qui devrait être faite toujours, d'échographier vos femelles. Donc, vous appelez le vétérinaire, vous demandez à votre vétérinaire de venir faire les échographies de gestation. Puis, en fonction de la date de retrait, ben, on est capable de cibler une date optimale pour que le diagnostic de gestation soit facilité puis plus rapide. Donc, idéalement, on attend 30 à 40 jours après le retrait des boucs pour avoir des fœtus d'environ en moyenne 70 à 82 jours d'âge, puis avoir cette image claire comme celle qu'on voit sur l'écran où on voit facilement les caroncules, les cotylédons quand le vétérinaire va faire les ultrasons, puis on est capable de répartir rapidement les femelles gestantes de non gestantes. Si on n'a pas retiré les boucs, par exemple, ben, si des femelles ont seulement 10, 20 jours de gestation, elles risquent d'être mises
non gestantes alors qu'elles le sont, mais c'est parce que c'est tout simplement trop jeune. Donc, cette planification-là, ben, vous sert à améliorer le diagnostic, mais aussi vous faire sauver de l'argent parce que vous allez payer pour la bonne chose, puis aider votre vétérinaire à aller chercher un diagnostic qui est précis parce qu'on le fait justement au bon stade. Si vous avez des vides, ben, prenez-les en note, puis analysez vos données, puis prenez une décision tout de suite. Donc, si vous avez un autre groupe que vous prévoyez faire des accouplements durant l'automne, ben, c'est le moment de voir, est-ce que je les transfère dans un autre groupe pour l'essayer ou c'est une femelle qui a souvent des problèmes de fertilité ou qui avait déjà un petit flag rouge là, pour indiquer que c'est pas ma meilleure productrice. Fait que c'est le temps de prendre ces notes-là, puis les éleveurs qui ne veulent pas prendre trop de notes, moi j'ai toujours dit, faites-vous au moins une blacklist. Fait que d'avoir juste un registre des femelles à problème. Femelle à problème, c'est une femelle qui est problématique tant à la mise bas que pendant la lactation, qui ne sèvent pas assez, qu'il y a des dystocies au chevretage ou qu'il y a des problèmes de fertilité qui arrivent souvent, qui passent des chaleurs, qui chevrettent plus tard. Donc, on les prend en note puis on prend la décision. Si je vois que j'ai certains groupes qui ont une plus basse fertilité, c'est aussi le moment de voir est-ce que c'était un book en particulier qui peut être responsable de ces résultats-là. Fait que c'est des choses qui sont aussi importantes à valider tant du côté des mâles que des femelles, puis de continuer à investiguer après pour voir ben, si j'ai un book qui a, par exemple, 20 de fertilité alors que toutes les autres, on s'approche du 100 ben, peut-être que ce serait bien de faire une évaluation de qualité de semence chez ce mâle-là avec votre vétérinaire. Les femelles gestantes, ben, on peut commencer à planifier immédiatement parce qu'on va le planifier sur le long terme, notre calendrier de saillie. On avait fait nos saillies le 20 août. Ben, si on décide, par exemple, que on veut faire nos accouplements le printemps suivant dans 9 mois, donc un intervalle pas trop intensif. On va une saillie à chaque 9 mois. Ben, on sait que si je fais 20 août plus 9 mois, ma prochaine saillie va être aux environs du 20 mai. Le 20 mai, on est en pleine contre-saison. Donc, à ce moment-ci, déjà, là, on est au mois de novembre, on est juste autour de l'échographie de gestation, ben, on devrait déjà penser à la technique de reproduction qu'on va utiliser au mois de mai suivant pour assurer une meilleure fertilité des femelles. C'est vraiment le temps. Puis une des choses dans ça, bon, il y a les femelles, comment je vais les préparer, mais il y a aussi mes boucs qui font 50 du travail. Qu'est-ce que je vais faire pour bien préparer mes boucs en contre-saison? Puis là, ben, c'est chaque producteur qui a le choix. Est-ce qu'il veut faire la photopériode chez ses femelles? Est-ce qu'il veut faire des CIDR? Est-ce qu'il veut faire seulement l'effet book chez les femelles? Ça, c'est une décision qui vous revient. Dans mon exemple ici, j'ai indiqué, le producteur décide, je vais faire un effet book sur mes femelles au printemps. Si je vois après quelques jours, quelques semaines que avec mes harnais marqueurs, il n'y a pas de traces qui se laissent, ben, je me donnerai la porte de sortie d'utiliser les CDR au besoin, mais je vais m'organiser pour que mes books soient prêts le printemps prochain. Puis c'est vraiment le moment, on l'avait vu dans le bloc 1, la photopériode, quand on veut avoir une bonne efficacité au printemps, ça se part à l'automne, puis ça se part à l'automne aussi pour les mâles. Donc, si je décide d'exposer mes boucs à un traitement de photopériode pour qu'ils soient prêts au printemps, ben, c'est déjà le moment de commencer à l'automne. Alors ici, j'ai mis un calendrier de photopériode qui pourrait être utilisé seulement pour les mâles dans une salle ou une section spécifique où on élève nos mâles. Fait qu'on commence au mois de novembre avec des boucs qui ont un maximum de circonférence crotale puis sont au pic de leur saison. Puis là, on les rentre en jour long pour 30 jours. 30 jours de jour long. En décembre, on les remet en jour court à 8 heures de lumière par jour. Donc ici, là, mes blocs jaunes, c'est la lumière. Mes blocs noirs, c'est ma durée de nuit. Donc au mois de décembre, 30 jours en jour court à 8 heures de lumière par jour. En janvier, je les remets à 30 jours 30 jours à 16 heures de lumière et ainsi de suite. Puis le dernier mois, avant le 20 mai, ils vont être en jour court. Ces séquences-là ont été démontrées comme ayant les meilleures performances pour préparer autant les béliers que les boucs en contre-saison. Ce que ça fait, c'est que je vais avoir mes boucs le 10 novembre qui sont au maximum de leur circonférence crotale puis de leur sécrétion de testostérone. Puis je vais simplement maintenir ça dans le temps pour arriver au printemps puis pas avoir de dégression
de décroissance testiculaire, puis de baisse de la sécrétion de testostérone, puis de ce qui s'ensuit sur la libido, sur la qualité de la semence. Je vais avoir des boucs au 20 mai qui vont favoriser l'effet bouc, comme on a vu dans le bloc 1, mais qui vont surtout être très actifs, mais avoir une excellente circonférence et qualité de semence pour optimiser la fertilité. Donc ça, moi, je pense que si on ne fait pas de photopériode chez les femelles, on devrait tous utiliser des traitements photopériodiques pour préparer les petits ruminants en contre-saison. Et comme je disais, une section séparée des femelles, parce que vous ne pouvez pas exposer ces peaux femelles à des séquences comme ça, vous allez toutes les mêler. Maintenant, je reviens aux femelles. Fait qu'on sait que ce qu'on va faire au printemps, c'est déjà planifié. On a ça de moins comme stress en arrière de la tête. Fait qu'on revient sur notre période de gestation. Notre période de gestation est confirmée. La durée de gestation chez la chef de boucherie, la durée moyenne qui a été vue en recherche, est d'environ 148 jours. Donc, en fonction de ça, je suis capable de savoir que ma période de chevretage risque d'être aux environs du 15 janvier jusqu'au 26 février. Je suis capable de savoir ma date de fin parce que je sais quand est-ce que j'ai retiré mes boucs. Ce qui a été vu en recherche aussi, c'est que les portées multiples ne semblent pas avoir d'effet sur la durée de gestation, ce qui est un peu opposé chez le mouton. Plus les portées sont nombreuses, avec des portées de taille multiple, généralement, les durées de gestation sont quelques jours plus courts. Vous devez aussi préparer vos femelles pour améliorer les chances de survie des petits. Donc, durant la période de gestation, si on vise un état de chair de 3,5 au chevretage, ben c'est pas le moment, si vos chèvres sont déjà en bonne condition de chair, de suralimenter. On veut maintenir un état de chair qui est adéquat pour pas causer de problème à mes bas. Donc, il faut ajuster l'alimentation. Si à l'échographie, vous avez déjà des chèvres qui sont très grasses puis d'autres plus maigres ou très maigres, ben, on va investiguer, savoir pourquoi les maigres on a certains individus qui sont très maigres, mais si on a des animaux qui ont des états de chair différents, c'est au moment de l'échographie qui est le meilleur moment pour séparer les sujets. Donc, on va mettre les femelles qui sont plus grasses ensemble, les femelles qui ont un état de chair suboptimal ensemble, puis on va améliorer par l'alimentation plus riche en énergie l'état de chair des femelles qui en manquent pour arriver à la fin puis que tout le monde a une condition de chair qui est adéquate. La pire des choses, c'est de laisser les maigres avec les plus grasses puis de soigner tout le monde ensemble pour faire engraisser les maigres. Ben, il va y avoir une compétition qui va se faire. Les grasses vont devenir juste plus grasses, puis les maigres, ben, ils vont prendre de l'état de chair, mais on va reporter le problème sur les femelles qui avaient un état de chair qui était adéquat au début. On revient aux femelles encore. Premier tiers de la gestation, comme je disais, femelles pas trop grasses. C'est ce que je viens de dire, on va séparer les stades, mais c'est vraiment quand on arrive dans le dernier tiers de la gestation qu'on appelle la période de transition alimentaire. Toute la prévention pour avoir des chevretages de belle qualité puis avoir du succès se fait là. C'est vrai dans le vin, c'est vrai dans le bovin, c'est vrai dans le caprin. On veut favoriser la production de colostrum de qualité et en grande quantité. On veut des chevreaux qui ont un bon poids à la naissance, donc pas trop petits, non, pas trop lourds non plus. Puis, on veut que les chevreaux puis les mères aient tout pour bien démarrer. Donc, à ce moment-là, qui est le 6 semaines environ dans le dernier tiers de gestation, c'est le 6 semaines avant le moment, la date théorique de chevretage, il faut ajuster nos programmes alimentaires en minéraux, en vitamines. Il faut que les animaux aient tout ce qu'il faut. Il faut aussi ajuster les niveaux d'énergie et de protéines en fonction des tailles de portée que vous avez habituellement chez vos chevaux pour s'assurer que tous les besoins sont comblés et on vérifie la consommation volontaire de matière sèche. C'est la seule et unique façon de s'assurer que les animaux consomment suffisamment du programme alimentaire. Puis, si on est en deçà de la consommation qui devrait être visée, on va concentrer nos rations en énergie, en protéines, en vitamines et minéraux pour s'assurer que s'ils mangent moins, bien, au moins on comble tous les besoins. Donc, si je considère que la période de transition alimentaire est environ 4 à 6 semaines avant le début de la période de chevretage,
Ben, je vais l'indiquer sur mon calendrier. Le 15 décembre, c'est ma période de transition chevretage. C'est à ce moment-là que je vais avoir un minéral prépartum qui est adapté pour le chevretage, que je vais ajuster ma ration. Puis c'est aussi à ce moment-là que je vais voir, est-ce que j'ai un programme de vaccination? Est-ce que j'ai parlé avec mon vétérinaire pour voir si j'utilise certains vaccins en mode préventif pour que les anticorps passent dans le colostrum. Donc, on est vraiment dans une fenêtre de préparation qui assure beaucoup de succès pour la suite si on l'applique comme il faut. On applique le programme alimentaire, on ajuste les vitamines et minéraux, on vérifie la consommation volontaire de matières sèches, on ajuste, on concentre la ration si les animaux ne consomment pas assez, on leur donne des fourrages très peu fibreux pour favoriser la consommation. Puis, au niveau vaccination, ben, c'est selon votre entreprise, est-ce que vous discutez avec votre vétérinaire. Maintenant, on arrive à la période de chevretage. Fait que la période de chevretage, pour optimiser la productivité, ben, c'est de la surveillance puis des soins. On va commencer par surveiller, intervenir s'il y a des dystocies. Dès que les chevaux sont nés, on désinfecte les nombris. Idéalement, on isole les petits avec la mère dans une case de chevretage pour favoriser un lien maternel très, très fort. Puis, on s'assure dans les premières heures de vie que les chevaux ont suffisamment de colostrum. Donc, ce qui est souhaité, c'est d'avoir au moins 3 repas de colostrum dans les 18 premières heures de vie. C'est le même standard que chez l'agneau. Pour ça, ben, on peut soulever les chevreaux par les antérieurs, vérifier que l'abdomen est bien rebondi. On vérifie l'abdomen. Si on prend l'abdomen puis on se colle les doigts ensemble, ben, c'est parce que la mère n'a pas assez de lait. Ça va être une note qu'on va prendre, là. Mère qui n'a pas assez de colostrum, c'est quoi la raison? Peut-être que c'est la prochaine à sortir de votre entreprise. Puis, s'ils n'en ont pas assez, ben, c'est soit de prendre le colostrum de d'autres chèvres qui seraient des grandes productrices dans votre élevage ou encore mieux de préparer une quantité de colostrum en poudre pour les agneaux, pour agneaux chevraux, pour ceux qui en manquent. Pour le colostrum de la mère, vous pouvez aussi vérifier la qualité. Fait que prenez ça s'achète, ça peut s'acheter en ligne. C'est des réfractomètres puis, vous déposez ici, c'en est un électronique qui est un peu plus coûteux, mais ce modèle-ci est vraiment simple à utiliser. Vous déposez une petite goutte de colostrum, vous refermez le petit clapet avec la fenêtre, puis vous regardez dans la lunette. Vous allez voir une petite ligne sur la lumière se former, puis on essaie d'aller chercher l'indice de Brix à 22 qui indique que le colostrum a une bonne concentration, une bonne densité. Parce que ce qu'on veut, c'est donner des anticorps. Le colostrum, c'est notre protecteur, c'est notre première marge de défense, notre première porte de défense pour s'assurer d'avoir des animaux qui vont avoir une meilleure immunité pour la suite. C'est un transfert d'immunité qui se fait par la mère, mais c'est important de s'assurer qu'ils consomment suffisamment pour favoriser leur survie puis des bons poids de sevrage. Durant la période de lactation, même chose, surveillance, observation. On vérifie la santé des chevreaux. Est-ce qu'il y a des pneumonies? Est-ce qu'il y a des diarrhées? Est-ce qu'ils ont une bonne croissance? Est-ce qu'on a des retards de croissance? On intervient s'il y a des problèmes. On n'attend pas avant d'appeler le vétérinaire. Est-ce qu'on notre taux de gain des chevreaux est adéquat? Puis, dès la naissance, dès que les chevreaux sortent des cases de chevretage, on devrait dans les parcs de lactation, déjà retrouver des dérobés accessibles. Une dérobée, qu'est-ce que c'est? C'est un petit endroit qui a une porte un peu plus petite où les femelles adultes ne peuvent pas passer, mais où tous les chevreaux peuvent passer dans cette petite porte-là pour aller se reposer, être tranquille des femelles qui ne sont pas leur mère, aller manger des aliments qui sont spécifiquement adaptés à leurs besoins. Dans des dérobés, idéalement, on va trouver, les chevreaux devraient avoir à volonté une moulée début, chevreaux cubés entre 18 à 20 de protéines brutes, parce qu'à ce moment-là, ils ont des besoins de croissance élevée, des besoins en protéines élevés pour ce dépôt musculaire qui est très rapide. On devrait aussi, dans les dérobés, leur offrir à volonté un fourrage de qualité, fait que très, très peu fibreux, là, dans le moins de 30 d'ADF. L'ADF, je ne fais pas un cours sur l'alimentation, mais si vous prenez votre foin et que vous le pliez, ça ne devrait pas vous piquer, puis ça devrait être très, très souple, là. Mais sur vos analyses, vous cherchez le foin le moins fibreux, puis idéalement une petite graminée jaune, parce que les grosses tiges, les chevreaux, ils vont les trier, ils les consommeront
sont pas. Puis de l'eau, fait qu'idéalement d'avoir des petits bols à flotte pour les chevreaux, peut-être qu'il y en a que leur mère manque un peu de lait, fait que d'avoir de l'eau pour prévenir des déshydratations, ben ça peut sauver beaucoup de chevreaux. Fait que c'est puisque les petits, les jeunes ruminants, souvent ne vont pas comprendre comment fonctionne une bolle avec un poussoir, mais d'avoir des petits bols à flotte, ça permet d'avoir un eau accessible et facile. Il faut juste s'assurer de les nettoyer souvent parce que les bols à flotte, bon, l'eau reste quand même stagnante, puis il peut y avoir un peu de développement bactérien. Donc, il faut juste s'assurer des nettoyer quand même assez régulièrement pour que l'eau reste fraîche et de qualité pour les petits. La période de lactation se poursuit. On arrive déjà à préparation, tarissement puis au sevrage. On a déjà ciblé notre date de sevrage. Dans mon exemple, pour faire une saillie à tous les 9 mois, j'étais allée sur une date de sevrage où mon groupe serait environ de 90 jours d'âge. Donc, j'ai eu mes agnelages au début de l'hiver, mes chevrotages, pardon, écart de conduite, chevrotage au début d'hiver, puis ma date de sevrage, je sais qu'elle est le 30 avril. Fait que en fonction de ma date de sevrage que je connais, je vais cibler ma date de préparation au tarissement parce que je veux pas être trop difficile, je veux pas être trop rough. Ça reste que les femelles seraient capables de faire du lait pendant une période encore plus longue que ça. Donc, il faut que je prépare mon tarissement pour ne pas surcharger le pis. Donc, idéalement, 7 à 10 jours avant la date de sevrage, je vais réduire l'apport protéique et énergétique des femelles. Donc, les chevreaux, eux autres, vont pouvoir encore aller chercher leur aliment dans les dérobés, mais les femelles, je veux couper la production de lait. Fait que je vais commencer tout de suite, 7 à 10 jours avant, couper l'apport de protéines et d'énergie pour faire un peu planter la production laitière, puis que lorsqu'on arrive à la date de sevrage, ben, on n'ait pas des femelles qui s'engorgent, puis avec des risques de mammites qui sont associés à ça aussi. Quand on arrive à la date de tarissement, ben, il faut penser qu'on est déjà depuis un bout même dans la préparation au prochain accouplement, parce que là, je suis sur une régie un peu plus intensive. Dans cet exemple-là, j'ai décidé de ne pas faire juste un chevretage par année ou juste une saillie par année. Donc, il faut déjà que je recommence à planifier ma préparation. Fait qu'au sevrage, puis même dans les semaines avant, c'est déjà le temps de penser à préparation à saillie. Fait que si j'avais décidé de faire un effet bouc chez les femelles, je pourrais le faire avec un bouc vasectomisé. Ça pourrait se faire. Fait que, ou je prends seulement le bouc fertile le jour de la saillie réelle. Fait que si ma saillie est le 30 avril, le jour du sevrage, j'aurais pu décider de. Le 30 avril, c'est mon sevrage. Fait que, au jour du sevrage, si je prends un bouc vasectomisé, je pourrais l'introduire tout de suite dans le groupe parce que ma saillie s'en vient avec mon bouc fertile ou je décide que je prends seulement mon bouc fertile le jour de la saillie. Si je prends le bouc fertile seulement le jour de la saillie, c'est juste que je décale un peu mes accouplements. On comprend quand on utilise un mâle vasectomisé, il va faire l'effet bouc. Fait qu'on va avoir nos courbes chez les femelles. Quand je mets le bouc entier, que c'est celui que vous voulez, ben toutes les femelles vont être en chaleur. Si vous ne faites pas l'utilisation d'un bouc vasectomisé qui a une libido très, très forte, ben on va utiliser le bouc entier à la date d'accouplement, puis ça se peut que le pic des accouplements soit décalé de 20 jours par rapport à la date de saillie réelle. Book adulte, jeune book, je vais aussi falloir que je prépare. Fait que il était dans un cycle de photopériode, mais comme à la préparation des accouplements pour l'été, on refait la même chose. Fait qu'on va préparer les mâles, vérifier leur système reproducteur. Est-ce qu'il y en a qui ont été malades? Est-ce que leur circonférence scrotale, leur état de chair est adéquat? Ben, on refait la même chose qu'on a fait en préparation des saillies qui avaient eu lieu au mois d'août l'année précédente. Après le sevrage, je reviens maintenant à mes femelles. Je vais sevrer. Après le sevrage, je vais vérifier l'engorgement des glandes mammaires. Puis à ce moment-là, ben, je les passe une par une. Je vérifie est-ce qu'il y a des cordons qui se sont formés dans les trayons, est-ce qu'il y a eu des indurations, des mammites qui se sont développées durant la lactation. Puis je vérifie est-ce qu'il y a des femelles qui sont à réformer que je ne peux pas garder. Puis on se prépare directement pour les saillies. Fait que mes femelles, je viens de sevrer, je leur donne un 7 à 10 jours après le sevrage pour m'assurer qu'elles tarissent complètement. Puis quand elles sont bien taries, ben, je peux recommencer un flushing alimentaire pour les femelles qui sont en bas de 3 d'état de chair. Donc, les préparer à ce qu'elles regagnent une condition de chair qui leur permet d'exprimer leur potentiel génétique adéquatement.
Fait qu'ici, j'ai ma date de préparation à la saillie qui va déjà avoir été indiquée, puis j'arrive à ma date de préparation à saillie. Fait qu'ici, notez que je suis environ 10 jours avant l'accouplement. Donc, j'ai sevré, j'ai attendu environ une dizaine de jours, j'ai fait ma préparation, euh, mon flushing alimentaire pour une dizaine de jours et j'arrive à la période de saillie. Si j'ai des femelles qui n'ont pas encore atteint leur état de chair adéquat, ben, je vais continuer la suralimentation pour qu'elles regagnent de l'état de chair. À la saillie, j'ajuste le ratio chèvre et mâle. En contre-saison, moi, je préfère aller avec des plus petits ratios juste pour favoriser une meilleure fertilité. Mais c'est toujours une décision qui revient au producteur. Mais idéalement, je préfère recommander de ne pas dépasser 20 femelles par mâle en contre-saison quand on est en saillie sur monde naturel. Si vous prenez le CDR, ben là, c'est sûr, il ne faut pas dépasser le 5-6 femelles par mâle pour maximiser nos beaux résultats de fertilité. On est en contre-saison. Là, c'est vraiment le bon moment pour utiliser un harnais marqueur là, parce que surtout en 20 mai, dans cet exemple-là, c'était une saillie naturelle. Fait que ce serait vraiment triste de penser qu'il y a de l'activité de reproduction, mais qu'il n'y en ait pas finalement. Fait que si on met un harnais marqueur, qu'on laisse le bouc avec les chèvres, ben, on va voir qu'est-ce qu'il laisse comme marque. Puis là, ben, ça peut nous montrer que ben, mon effet de bouc a fonctionné, les femelles ont été saillies. Mais si après 2 semaines, il ne se passe rien, puis que toutes les femelles restent de leur couleur naturelle, blanc immaculé, ben peut-être que ce serait le temps de penser à mettre des CDR, retirer les boucles, puis repartir un traitement juste pour ne pas perdre un groupe d'accouplement, euh, puis perdre vos objectifs de vente. On prend des notes aussi, puis dans le fond, on est en train de repartir le cycle au complet. Fait que ce serait possible aussi de viser un intervalle plus intensif avec un chevrotage aux 8 mois, mais ce qu'il faut considérer dans ça, c'est que c'est possible avec une bonne régie puis une bonne alimentation parce qu'on va avoir un sevrage qui est beaucoup plus hâtif. Fait que c'est peut-être pas ce qui est utilisé chez la majorité des producteurs, mais dans le secteur ovin, quand on a une alimentation qui est bien soutenue, on n'affecte ni la productivité, ni la durée de vie à long terme des animaux qui sont exposés à des rythmes intensifs. C'est vraiment ce qu'on donne comme alimentation, puis la bonne préparation qui va contribuer à aller chercher plus d'intensité de production. Fait que, par exemple, si j'avais décidé de faire une saillie à intervalle de 8 mois, vous voyez, je viens de devancer ma saillie au 20 avril au lieu du 20 mai. Donc, évidemment, la période de lactation, il faut qu'elle soit raccourcie. Euh, puis, dans ça, ben, ce qui est important, c'est de respecter le stade physiologique des femelles. Aller à un intervalle plus serré qu'aux 8 mois, on ne vient pas respecter l'intervalle physiologique des femelles. L'involution utérine complète chez les chèvres est d'environ de 28 à 30 jours, ce qui est plus court que chez l'ovin, mais l'anestrus postpartum, donc un peu le fait que le cycle physiologique est complètement endormi pour la sécrétion des hormones qui sont impliquées dans les phénomènes de croissance folliculaire puis de reprise de la reproduction, est d'environ 55 jours chez la chèvre. Donc, si on essaie de devancer, ben, tout ce qu'on risque d'avoir, c'est des répartitions de chevrotage qui ne sont pas vraiment optimales, puis des animaux qu'on pousse un petit peu trop rapidement sur le rythme de reproduction. Donc, le 8 mois, pas mal le plus intensif. Puis même à ça, ben, il faut penser que vos chevaux, vous allez les sevrer quand même assez tôt. Donc, l'intervalle postpartum minimum chez la brebis, chez la chèvre, là, pour optimiser la fertilité, aller regagner un peu plus euh, de femelles qui vont avoir eu une deuxième ovulation aussi. Fait qu'on peut avoir des femelles qui commencent des chaleurs peut-être autour de 40, quelques-unes 45, 50 jours. Mais ce qu'on aime, c'est qu'on aille chercher la deuxième chaleur qui est généralement avec plus d'ovules, donc avec une prolificité qui peut être supérieure. Fait que on s'assure dans les calendriers aux 8 mois que la dernière femelle qui a chevroté ait un intervalle postpartum minimum de 60 jours. Puis quand on met ça dans un calendrier, ben on respecte le stade physiologique des femelles pour ne pas les épuiser, puis réduire leur durée de vie utile dans votre élevage. Finalement, ben, toutes ces dates-là, vous pouvez les inscrire dans un planificateur.
Fait que moi, c'est ce que je recommande, puis c'est ce que je fais. Fait que je me prends un fichier Excel, puis je mets toutes les dates qu'on a vues. La date de début des saillies, fin des saillies, les dates d'échographie, puis vous pouvez simplement partir d'une date puis ajouter les intervalles. Donc, fin des saillies, on a dit 40-42 jours. La date d'échographie, c'était 30 à 40 jours après la fin des saillies. On calcule nos dates de chevretage, de fin des chevretages. Puis vous pouvez reproduire ce calendrier-là pour 15 ans, si vous voulez, en avant, mais ça vous permet d'avoir votre feuille de route, votre plan de travail, de répartir votre travail, savoir, vous pouvez rajouter dans ça quand est-ce que vous allez faire le taillage des onglons, mais aussi, vous êtes capable de planifier. Si je fais des échographies, ben, je vais avoir appelé le vétérinaire à temps pour qu'il vienne faire mes échographies. Je vais avoir planifié ma transition alimentaire adéquatement. Je vais avoir commandé mon minéral de transition chevretage. Fait que ça, c'est une belle planification sur le long terme et surtout, vous allez savoir quand est-ce que vos chevreaux vont être disponibles pour le marché. Puis prendre du recul en fonction de vos notes, investiguer, questionner ce qui a été fait, puis continuer à améliorer. Puis ça va vous permettre de continuer à être rentable. Donc, la prochaine étape, je vais laisser la parole à Jean-François, mais ça va être le bloc 3 qui justement va vous donner des aspects sur l'économie de la production pour mieux comprendre, mieux agir, puis vous permettre d'être plus rentable. Donc, je vous remercie.